Manger est la seule activité quotidienne qui est invasive. C'est-à-dire qu'on introduit quelque chose dans notre corps qui ensuite devient partie de nous. Dans de nombreuses cultures, le repas pris en commun intègre la notion d'art de vivre. Parfois, quand je n'ai pas le moral, j'appelle ma mère et je lui demande la recette de mon plat préféré. Puis j'invite une copine à partager mon repas et hop, mes idées noires s'envolent comme par enchantement. Pourquoi la nourriture a cette capacité à nous rendre heureux? Existe-t-il des aliments du bonheur? Ou le bonheur de manger a-t-il davantage à voir avec des souvenirs d'enfance, la culture, les émotions et les rituels? Je vais rencontrer deux personnes qui, chacune à leur manière, ont trouvé leur bonheur dans la nourriture. Johanna Dumais est artiste plasticienne. Elle a grandi dans un village du sud de la France et est devenue une star de la scène artistique berlinoise. Ses natures mortes et ses scènes de table sont particulièrement demandées. De la nourriture sous toutes ses formes, colorée et pleine de joie de vivre. J'ai également rendez-vous avec Nada Abouelsad et sa mère Chérine. Dans leur famille, les recettes de cuisine traditionnelles sont transmises de génération en génération, comme un trésor culturel bien gardé. Au sein de son association, Nada organise des ateliers cuisine qui sont autant d'occasions de rencontres et de partage. Bonjour. Salut! Bienvenue dans mon monde. On dirait un magasin de douceur. Tu as tout ce qu'il faut ici. À manger, des fringues, des sacs, l'essentiel. Je me suis inspirée des triptyques religieux. Normalement, on représente Jésus, Marie et les saints. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir à boire et à manger. Du bon café, du vin, des olives, de l'eau de vie. L'eau de vie, c'est vital. J'ai toujours adoré le sucré. Les gâteaux, les tartes, les crêpes, les gaufres et tout le reste. Quand ma mère cuisinait un dessert, mon visage était si proche de la casserole que je pouvais manger ce qu'il y avait dedans. Pourquoi la nourriture est-elle si importante? Manger nous fait voyager et nous replonge dans l'enfance. On revit des moments précieux avec les grands-parents ou avec la famille en vacances. La nourriture, ce n'est pas juste manger, c'est un voyage en soi. Johanna partage son atelier avec son compagnon, l'artiste Manuel Wroblewski, qui est lui aussi un fou de nourriture. Sauf qu'il ne peint pas de nature morte, mais réalise des sculptures. Tout ça, c'est de Manu? Oui, c'est l'œuvre de Manuel Wroblewski. Vous vous êtes rencontrés au cours d'un repas? Dans un restaurant, en fait. Il travaillait comme barista et moi, j'étais la nouvelle boulangère française. On a commencé à parler. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste. Ah, moi aussi. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, c'est son monde, enfin son esprit. Ça, ce sont mes préférés. Oui, moi aussi, j'adore l'ail. Est-ce que vous peigniez et sculptiez de la nourriture avant de vous rencontrer? Oui. C'est fou. Mais ma première nature morte de grand format, je l'ai peinte au début de notre relation. J'étais allée en France pour un mois. Et comme j'étais raide dingue amoureuse et que mon ami me manquait, j'ai voulu peindre quelque chose pour lui.
Donc j'ai simplement représenté ce que nous mangions et cuisinions ensemble. Il faut souligner que la nourriture participe de l'expression de l'affection. Dès la naissance, nourriture et marque de tendresse vont de pair. Cuisiner, préparer un repas pour quelqu'un, lui demander s'il a mangé, c'est lui témoigner de l'attachement. La nourriture n'est donc pas simplement une question d'alimentation. Quand on se préoccupe de quelqu'un, on s'intéresse à ce qu'il a dans son assiette. L'homme est ce qu'il mange. La formule est de Ludwig Feuerbach, un philosophe allemand du 19e siècle. Au fond, Feuerbach ne fait ici qu'exprimer une constatation toute simple. Pour activer la pensée, il faut nourrir le corps. Quand on a le ventre creux, la machine tourne à vide. Si je devais cuisiner pour une personne malheureuse, je lui préparerais un plat qu'elle associerait à des souvenirs positifs. Les arômes ont le pouvoir de rappeler à la mémoire des moments de plaisir ou de joie. Pourquoi les gens sont-ils obsédés par les représentations de nourriture? La nourriture, c'est super, mais les images, ça ne se mange pas. Pourtant, on l'a peint depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, tout le monde prend des photos de plats avec son portable. Ce que je constate, c'est que les gens achètent des natures mortes avec de la nourriture parce qu'elles incarnent un savoir-vivre, une qualité de vie. Ça correspond chez eux à un rêve, à une aspiration. Ou bien ça leur rappelle un souvenir de vacances ou un bon moment. Souvent, ils me disent « Ah, mais c'est ma vie que tu peins ». Je leur réponds qu'en fait, non, c'est la mienne. Mais oui, ils veulent faire partie du travail. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'ils me réclament. Des scènes de table, des natures mortes. Chez Platon et Aristote, on ne mange pas. Il y a un grand refoulement. Leur œuvre est imprégnée par ce rationalisme qui associe l'homme à l'esprit, à la pensée, à la raison, et selon lequel, si on mange, on va se transformer en animal. Il n'y a rien de plus inhumain que de manger. Sauf que l'homme aussi est un animal. Si j'étais une vache, je mangerais bien évidemment de l'herbe. En tant qu'être humain, c'est plus compliqué. Tous les 4 matins, on nous prône le bonheur en présentant un nouveau régime. Keto, paléo, low carb, high fat, chou, régime aux œufs. Comment s'y retrouver? Quel aliment fera mon bonheur? Avec l'apparition de l'agriculture, l'alimentation change. L'être humain a vécu 7 millions d'années en tant que chasseur-cueilleur. Il s'est nourri du produit de sa chasse et de sa cueillette. Et tout à coup, il cultive sa nourriture. D'où un régime alimentaire avec moins de viande, moins de poisson, mais beaucoup de glucides, principalement issus des céréales. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Sur ce point, les avis changent chaque année. Nous avons mené une étude pendant la pandémie. Et nous avons découvert que lorsque les gens mangeaient plus de fruits et de légumes, ils se déclaraient plus heureux. La glutamine joue un rôle important. Le glutamate est une neurotoxine utilisée comme exhausteur de goût. La glutamine est présente naturellement dans les aliments. Parmi les aliments riches en glutamine, il y a par exemple le céleri, la tomate. On la trouve aussi dans la viande. La glutamine rend heureux. Les sucres rapides, les produits à base de farine ou de riz font augmenter la glycémie rapidement, laquelle baisse ensuite tout aussi vite. En revanche, avec les légumes et les légumineuses, la teneur du sang en glucose augmente doucement et reste constante plus longtemps, d'où l'absence d'hypoglycémie. Comme quoi, les conseils de grand-mère sont toujours d'actualité. Ma petite fille mange plus de fruits, de préférence locaux, de saison, bio, etc. Mais d'autres ne jurent que par le jeûne. Nada jeûne pour des raisons religieuses. Elle s'abstient de manger pendant le mois du Ramadan, du lever au coucher du soleil. Quel est l'impact sur son bien-être? Bonjour, ça va? Oui. Quand as-tu mangé et bu pour la dernière fois? Hier, ou plutôt aujourd'hui à minuit. Ça fait des années que je jeûne.
Je suis habituée. À quel âge commence-t-on à jeûner? À la puberté, vers 12, 13, 14 ans. Ma mère nous a habitués progressivement. Par exemple, on ne mangeait rien jusqu'à midi, puis on est passé à 13 h, ensuite à 14 h. On ne s'abstient pas seulement de manger et de boire, on renonce aussi aux mauvaises habitudes. Comme fumer. Par exemple. C'est encore pire. Quand je pense au bonheur, j'imagine une grande tablée de fête avec plein de monde autour. D'ailleurs, c'est ce que vous faites le soir. Mais est-ce que jeûner en journée, ça rend aussi heureux? J'ai toujours peur de finir par perdre patience si je reste sans manger ni boire. Mais c'est tout le contraire. J'ai l'impression d'être beaucoup plus zen, détendue. À la caisse du supermarché, par exemple, je laisse passer les clients qui ont moins d'articles que moi. On a tendance à oublier à quel point le corps est résistant. Mais pour moi, le ramadan, c'est aussi l'occasion de replonger dans mes souvenirs. Chaque année, avant de commencer, je me demande comment je vais faire pour y arriver, comment j'ai fait les années précédentes. La première semaine, c'est un peu difficile parce que c'est un changement de routine. Tout est une question d'habitude. Et je suis toujours étonnée de ce que le corps peut endurer quand on l'entraîne. C'est super beau. Vous serez beaucoup ce soir? Entre 15 et 20. L'essentiel, c'est qu'il y ait suffisamment. Il y a toujours assez à manger. Il y a un dicton en arabe qui dit « Ça signifie qu'un bon repas ou un bon plat peut nourrir 100 personnes. » C'est ta maman? Oui. Bonjour, Ronia, enchantée. Enchantée. Chérine, la mère de Nada. Je vous débarrasse? On va le mettre avec le reste. J'ai apporté un peu de sirop de sucre pour le dessert. Tous les ingrédients viennent d'Égypte? Oui, tout vient d'Égypte. La famille de Nada vit dispersée sur plusieurs continents. C'est donc par Internet, via des chats de groupe et des appels vidéo, qu'elle entretient ses traditions et ses rituels culinaires, échange de recettes inclus. La mère de Nada, Chérine, vient d'arriver d'Égypte pour le ramadan. Est-ce que dans votre famille, vous vous transmettez les recettes de génération en génération? Oui. Par exemple, le riz que je vais cuisiner aujourd'hui. Ma grand-mère le prépare toujours pour les grandes occasions. Le fameux riz de grand-mère. Oui. J'ai un petit cahier dans lequel je note toutes les recettes. La recette du tahini. Ta grand-mère a peut-être encore quelques secrets à nous donner? Oui, je vais l'appeler. Je lui envoie toujours des photos quand je cuisine. Quel âge a-t-elle? 78 ans. Bonjour. Bonjour maman. Comment vas-tu? Bien, merci. On cuisine ensemble aujourd'hui et on aimerait savoir comment vous préparez le riz. Nada a la recette dans son cahier. Est-ce qu'il y a un secret pour bien cuisiner? Non, il n'y a pas de secret. L'amour. Oui, cuisiner avec amour. Ma mère et ma grand-mère cuisinent plus en écoutant leur cœur qu'en respectant les mesures. Oui, à l'instinct. Elles me disent par exemple « mets du sel ». Alors je leur demande quelle quantité et je me filme pour savoir si c'est suffisant ou non. Parfois aussi, on cuisine en ligne, en passant des appels vidéo. Vous pensez que partager une table et des recettes vous rapproche? J'ai un petit cahier comme le tien que ma mère m'a offert quand j'ai quitté le nid familial. Et comme dans votre famille, il contient des recettes de plats emblématiques qu'on se transmet précieusement. Une notamment. Et quand je cuisine ce plat pour mon petit ami, je sais que la relation est sérieuse.
Je pense que la cuisine resserre effectivement nos liens familiaux, parce que chacun vit dans un pays différent. Vous êtes des sortes d'influenceurs internationaux. Absolument. On s'appelle sur un groupe qui réunit ma grand-mère, ses petits-enfants, ma mère, ma tante. Chaque fois qu'un de mes cousins aux États-Unis cuisine, il envoie une photo. Quand je suis au fourneau, je fais pareil. Ou mon frère au Royaume-Uni. Je pense que ça rend ma grand-mère très heureuse. La reine et sa cour de petits marmitons. Oui. Et tout le monde distribue ses recettes au sein de son réseau ou de sa communauté. Vous vous étendez à l'international jusqu'à ce que le monde entier soit conquis par vos recettes familiales. Vous êtes de très bonnes mères et grand-mères, ça se voit. Passe un bon iftar. Je t'appelle plus tard. Au revoir. C'est un trésor national. Manger ne va pas de soi. En tant qu'être humain, on apprend quoi et comment manger. Et cet apprentissage a souvent lieu au sein de la famille. Enfant, on apprend notamment à ne pas mélanger tel et tel aliment. Par exemple, pour moi qui suis coréenne, le riz au lait a été un énorme choc. Alors que mélanger du lait avec du riz en Allemagne, c'est tout à fait normal. Notre façon de nous nourrir évolue avec le temps. Elle passe par des cycles. D'où l'importance fondamentale de l'apprentissage. Nous recevons les bases au cours de l'enfance. Mais la formation à proprement parler du goût, son développement au cours de la vie, passe par nos propres expériences. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à parler de nourriture, parce que cela permet de cultiver, de former son propre goût. C'était un plat emblématique chez toi, à la maison? Oui. J'avais droit au jambon puré quand j'étais malade ou triste. Et aujourd'hui, c'est quand je me sens un peu patraque. Que t'as le mal du pays? Oui, exactement. Quand je ne me sens pas très bien, que mes parents me manquent, ou la France. D'accord. Alors je prépare une purée de pommes de terre avec du jambon. Ça a le goût de l'amour. De la maison. C'est ça. Ça réconforte. Du style ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et après, on se sent mieux. Tout le monde connaît ça. Quand on est malade, on a envie de manger le bouillon de poule que notre grand-mère avait l'habitude de nous préparer. Un plat réconfortant, en quelque sorte. De quoi retrouver le moral. C'est entrée plat dessert tous les jours? Oui. Waouh, c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Mais pour moi, cuisiner, c'est comme peindre. Ça m'amuse. J'adore ça. Est-ce que tu cuisines moins bien quand tu es de mauvaise humeur? Oui. Ou quand je veux aller trop vite. Je brûle les plats. Il faut quand même être concentré. Prendre le temps et être à ce qu'on fait. Quand je vais trop vite, ou que je fais deux choses à la fois et que je n'ai pas envie, je rate. L'amour est un ingrédient. Oui. Est-ce que je serais plus heureuse si je faisais attention à ce que je mangeais? Oui. Parce qu'on est fier quand on cuisine un bon petit plat. Que l'on a fait quelque chose de ses mains. Et ça fait du bien au corps. Tu devrais essayer. En matière de cuisine, je suis plutôt pour la division du travail. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des professionnels. Eux au moins ne risquent pas de mettre accidentellement le feu à la cuisine en flambant un plat. Cuisiner soi-même, c'est aussi se coltiner les courses, la vaisselle et le nettoyage. Très peu pour moi. Quand on cuisine soi-même, on décide de ce qu'on mange, c'est-à-dire des ingrédients, de la composition et de la préparation des plats. On ne laisse pas à d'autres, généralement à l'industrie, ou dans le meilleur des cas à de bons cuisiniers, le soin de décider à sa place. Plus on s'intéresse à l'alimentation, plus on en apprend sur le sujet. Et plus on affine son jugement, plus on est capable de prendre des décisions éclairées.
La nourriture stimule l'ensemble des sens. Avant de l'avoir en bouche, on l'appréhende de différentes manières. Par l'ouïe, par exemple, au moment de l'épluchage, par la vue et bien sûr par l'odorat. Quand je saisis des aliments à la poêle, j'entends d'abord un grésillement, et puis je sens les arômes qui se dégagent. C'est comme une promesse, on se réjouit d'avance. En Inde, le toucher joue également un rôle. Avant d'avoir l'aliment en bouche, on l'a dans la main. On appréhende ainsi sa consistance, son degré de chaleur. La sensation de mastication compte aussi beaucoup. Mâcher rend heureux, c'est un instinct naturel. Tu connais le mot français gourmandise? Non. C'est l'envie de manger, mais sans avoir faim. La gourmandise, c'est manger par pur plaisir, parce que c'est bon. Ça, je connais, mais je ne connaissais pas ce joli mot. Ce mot est génial. Il ne faut pas l'oublier. Manger juste parce que c'est bon, c'est important parfois. Le plaisir comme fin en soi. Est-ce que dans votre famille, on célébrait la bonne chair? Mon grand-père préparait des terrines, du pâté. Il faisait mijoter dans le vin un morceau de gibier pendant des heures. Et il servait ça avec des pommes, par exemple, pour avoir un mélange sucré-salé. Je mangeais ça quand j'étais petite. C'était très intéressant. Et ma grand-mère avait un tas de recettes sous le coude. Il y avait toujours un morceau de viande sur le feu. Un mouton entier parfois. Oui, c'était parfois un mouton entier. Et 50 personnes débarquaient et on mangeait tous ensemble. Dans de nombreuses cultures, le repas pris en commun intègre la notion d'art de vivre. Partager une table est perçu comme positif. C'est d'abord parce que le fait de manger procure une satisfaction. Et sans doute aussi parce que ce plaisir augmente quand il est partagé. Le repas s'inscrit traditionnellement dans un cadre collectif. D'abord parce qu'autrefois, on assurait ainsi sa survie. Mais pas seulement. C'était également un moyen de renforcer les liens avec ses congénères. Dans l'Antiquité, les Romains mangeaient ensemble pour établir une relation de confiance entre eux. Chez les chimpanzés, une espèce très proche de la nôtre, on a décrit des situations de partage de nourriture. Mais j'imagine que cela ne peut pas atteindre le niveau, par exemple, de la tradition américaine de Thanksgiving. Se réunir autour d'un repas un jour de fête, les autres animaux ne le font pas. Le plaisir de manger ne se réduit donc pas à ce qu'on a dans l'assiette, c'est aussi une question de compagnie. Le repas est un rituel profondément ancré en nous. Autrefois, les chasseurs-cueilleurs se réunissaient autour du feu pour manger un gigot de mammouth. Aujourd'hui, on mange souvent seul devant son ordinateur portable, tout en regardant une série. Ce soir, Nada et sa mère Chérine m'ont invité à rompre le jeûne avec elle. Pendant le mois du Ramadan, on mange ensemble après le coucher du soleil. Une façon aussi de renforcer les liens sociaux. Merci. Mais je t'en prie. C'est bon? Délicieux. Oui? Ah oui, vraiment. Partager son repas avec d'autres augmente le plaisir. Il n'y a pas longtemps, nous avons été invités chez un ami pour le Ramadan. Nous avons rompu le jeûne à 20h et nous sommes restés à table jusqu'à 1h du matin. Et là, cet ami a lancé « Et maintenant, c'est l'heure du repas suivant. » Retour au fourneau.
Je dirais, prenez le temps de manger. Invitez des amis, poussez votre curiosité vers de nouveaux aliments. Faites des essais, découvrez l'art de cuisiner maison. Profitez et appréciez la nourriture à sa juste valeur. On a au moins 3 fois par jour la possibilité de se récompenser soi-même, de se rendre heureux et de s'accorder des moments privilégiés. C'est le cas pour moi. Je pense que la vie est trop courte pour mal manger. J'ai l'impression que beaucoup de gens actuellement remplacent leur repas par un shake, par exemple, ou que l'on minimise et simplifie de plus en plus les repas. On s'est beaucoup éloigné du bien manger. Or, c'est très sensuel. Cela fait appel au toucher, à l'odorat. Et je pense que plus on multiplie les stimulations sensorielles, plus on favorise le bien-être ou le bonheur. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Oh, un cadeau! J'adore recevoir des cadeaux. C'est une recette? Salis-toi et savoure ton plat comme si demain n'existait pas. Éclate-toi, prends du poids. The end. Johanna Dumet.